Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, chaque vendredi 12h30, 13h, l'occasion de rencontrer les plus grands gestionnaires de la place et de leur poser toutes vos questions en direct. Je devrais dire les décideuses de la gestion. On est en effet très heureux d'accueillir Madame de Gavotti. Bonjour. Bonjour. En effet, c'est un monde assez macho, masculin, la finance en général, la gestion également. On est ravis donc d'avoir le point de vue féminin parce que c'est un peu de diversité et puis peut-être une approche aussi différente. On dit souvent que les femmes ne sont pas exactement comme les hommes en finance comme ailleurs. On a à nos côtés Hubert, bien sûr. Bonjour Hubert, qui va nous éclairer aussi de sa lanterne. On va commencer tout de suite par quelques points d'actualité. On a eu des élections politiques, municipales. Est-ce que c'est quelque chose, souvent on a tendance à dire que la finance, le monde de la finance se fiche pas mal de la politique hexagonale. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a quand même des incidences ? Alors la politique peut avoir des incidences. Donc là on a vu un remaniement de gouvernement. Donc espérons que ce nouveau gouvernement s'attellera à une politique fiscale beaucoup plus stable dans le temps pour redonner confiance à la fois bien sûr aux consommateurs mais surtout aux investisseurs qu'ils soient internationaux ou nationaux. Quand on rencontre des chefs d'entreprise, beaucoup vous disent en ce moment que surtout qu'ils ne fassent rien. Si déjà on pouvait faire ça, qu'ils ne touchent à rien, ça donnerait un peu de lecture. Ce n'est pas du second degré, ça permettrait de donner un peu de lisibilité pour les investisseurs, pour les ménages, pour les acteurs économiques en général. Oui, exactement. C'est pour redonner la confiance au niveau français et la stabilité pour que les investisseurs reprennent confiance et investissent dans notre pays. Alors, Isabelle de Gavotti, vous êtes gérante chez AXA Investment Manager, AXA IM, et vous occupez en particulier de fonds dédiés aux small et mid cap, un fonds français, un fonds européen, un fonds mondial. C'est quoi votre définition des small et mid cap ? Alors, chez AXA IM, nous considérons une small cap un titre dont la capitalisation boursière est comprise entre 400 millions d'euros et 4 à 5 milliards d'euros. Donc c'est des grosses mid-cap quand même, à 4-5 milliards. Small-cap. Ouais. Ça va sur des valeurs qui sont... Peugeot rentrerait dedans par exemple. Peugeot typiquement fait partie de notre indice européen. Ouais. Voilà. Bon, on va voir avec vous, on va décortiquer tout ça. Un mot sur l'actualité encore, l'actualité plus financière et qui rejoint aussi la politique parce que c'est le gouvernement précédent qui l'a mise en place, le PEA-PME. Est-ce que c'est une bonne chose ? Comment ça se met en place ? Alors le PE, c'est une mesure qui a été mise en place fin d'année dernière, lancement en tout début d'année 2014, donc qui vise essentiellement les investisseurs français, les gens qui peuvent investir en France. En revanche, l'univers est un univers plus européen. Les sociétés qui sont ciblées sont des sociétés avec des critères bien spécifiques, des sociétés françaises, mais également des sociétés européennes, de façon à ce que nous n'ayons pas de problème de liquidité. Est-ce que vous pilotez vos fonds en fonction de ces critères aussi ? Alors nous avons un fonds qui répond à l'ensemble de ces critères et qui est éligible au PME PEA, donc qui est le fonds AWF Europe Microcap. Sinon, sur l'ensemble de notre gamme France, Small Cap, Europe Small Cap et Global Small Cap, on ne regarde pas forcément l'ensemble de ces critères. Ça a eu une petite incidence, Hubert, sur les cours des small cap françaises. On a quand même un effet d'entonnoir, comme on dit, qui a été joué. Avant les mesures d'application, il y a déjà eu une petite ruée sur les valeurs moyennes. Par ailleurs, quand ça va mieux, quand il y a un regain conjoncturel, d'une manière générale, les valeurs moyennes vont mieux. Donc on le voit dans les indices depuis le début de l'année. Elles vont moins mal, elles vont moins bien quand ça va mal aussi, il faut le préciser. En sur 2008, longue période, 2009, ça a été compliqué. C'est les premières dont on est sorti. Oui, voilà. Pour des questions de liquidité plus que pour des questions de gestion. Alors peut-être, en effet, on a l'habitude de jouer les small caps pour jouer le cycle, la reprise cyclique. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les small caps ont leurs propres caractéristiques et des caractéristiques de croissance qui amènent à une surperformance sur le très long terme de cette classe d'actifs. Sur 3 ans, la classe d'actifs en Europe a surperformé de 60%.
60%. Donc, l'indice, notre indice, le SOX 200, Small 200, s'est apprécié de 160%. Donc il faut quand même avoir les chiffres en tête. Bon, on passe tout de suite à notre impression macro. Un des sujets de la semaine, c'était bien sûr cette intervention de Mario Draghi. Mario Draghi qui dit « je ne touche à rien, mais je pourrais faire quelque chose ». C'est ça qui a favorisé la semaine boursière, Hubert ? Oui, la semaine boursière, on voit, donc si on regarde les indices très rapidement, c'est une semaine des banques centrales, le retour à la normale, 2% de hausse en Europe, avec un peu plus en Europe du Sud, donc banque centrale qui dope un peu les marchés, 2% aux États-Unis, des ajustements sur les marchés émergents avec une hausse de la Russie. Et si on regarde dans les secteurs, toujours banque centrale, le secteur qui a le plus monté en Europe, ce sont les banques. Donc on est vraiment sous influence des banques centrales, c'est le retour à la normale après le petit épisode de Crimée ou des choses de ce genre. Madame de Gaotier, vous le voyez, parce que dans les small caps, il n'y a pas de banque, c'est plutôt, il y a peut-être des banques, mais énormément. Pas en France alors. Le secteur financier en Europe est très représenté, d'ailleurs dans l'univers global de la même manière, 25% des indices, comme un indice large cap, avec une décomposition bancaire qui est relativement importante, quand même 8% des indices. Mais en effet, des banques plutôt en périphérie ou en Angleterre ou en pays nordiques. Alors, au-delà de ça, Mario Draghi, quand il dit l'inflation ou le risque de déflation, ce n'est pas un problème, alors qu'on est passé de 0,8 à 0,5, vous, ça ne vous inquiète pas ? Alors la déflation, on parle beaucoup et donc on sent bien que l'ensemble des membres de la BCE sont vraiment conscients du problème et vont tout faire et seront très pragmatiques et feront tout pour éviter de toute façon la déflation. Alors ce qu'il faut aussi mesurer, c'est on est en faible inflation, dans le même temps on est avec un niveau de l'euro qui est aussi très très haut et donc tout point d'euro supplémentaire coûte en inflation. Ça devrait justement être une marge de manœuvre pour la Banque centrale, ça, de se dire on peut rester dans le cadre de notre mandat et jouer indirectement sur la force de l'euro. Voilà, alors là, c'est hier, ces propos ont eu cet effet-là, puisque hier, l'euro a un petit peu baissé, mais théoriquement, on devrait avoir, avec les États-Unis qui repartent, un dollar qui s'apprécie plus significativement. Un effet assez modéré. On a eu un effet ponctuel, mais les marchés ne prennent pas très au sérieux cette affaire-là. On est encore dans la parole. Le banquier central, sa première arme, c'est la parole. Et là, Mario Draghi, 0,25 de taux, Mario Draghi, ah oui, on peut avoir des taux négatifs à un moment, mais toutes les mesures non conventionnelles, il peut appuyer sur l'accélérateur. Pour le moment, il dit attention, je suis prêt à le faire. C'est pas encore plus que ça, malgré quand même des indicateurs d'activité qui ne sont pas si mauvais que ça, mais des indicateurs en revanche d'inflation qui lui permettent de faire ce qu'il veut. Et bien entendu, il surveille le taux de change, puisque le taux de change joue notamment sur l'inflation et notamment sur Mais il a démontré qu'il a su le faire. Quand voilà. Il a pris ses fonctions, il a agi immédiatement. Donc on peut aussi lui faire confiance. Il a su le faire et les arrêts constitutionnels allemands lui permettent de faire maintenant beaucoup de choses. Voilà, c'est pour se résumer. Jacques demande, la BCE, la Banque Centrale Européenne, n'a-t-elle pas intérêt à changer de stratégie ? Est-ce qu'il fait bien, Mario Draghi ? Est-ce qu'il est dans les clous ? Alors, si on regarde les États-Unis, si on regarde le Japon, donc on a quand même, et la BCE, on a quand même 3 banques centrales qui sont en train de réguler nos marchés. Donc, je pense qu'il fait tout pour permettre à l'économie européenne de poursuivre sa croissance. Alors, il y a une autre banque centrale ou même un gouvernement, un État qui est à la manœuvre, c'est l'État chinois. Est-ce que là, il y a un signe d'inquiétude ? Est-ce que ça impacte vos mid-cap ? Alors tout à fait. Donc moi je reviens d'un voyage en Asie la semaine dernière. Donc j'ai vu réellement j'ai compris ce qui pouvait vraiment se passer en Chine. Donc moi je reviens de manière assez un petit peu pessimiste de la Chine avec des mesures anticorruption qui sont très profondes et qui ont un impact. Ça, c'est un signe d'optimisme. C'est un signe d'optimisme, mais donc du coup, on va dans une phase de ralentissement et de manière générale, on passe d'une économie qui était en très forte croissance à une économie qui va partir en croissance plus modérée, donc une phase de transition qui peut mettre un peu de temps. J'ai le sentiment que les fameux 7 à 7,5% qui sont nécessaires pour éviter le chômage urbain et pour endiguer l'exode rural,
ils vont coûter très très cher à la Chine. Ils coûtent très cher en investissement, alors en investissement financé par les fameux trusts qu'on appelle le shadow banking, mais c'est jamais qu'un investissement public comme un autre. Et donc la Chine est addicte maintenant à des injections de l'État, finalement différemment, mais comme tout le monde, oui. mais évidemment, alors que le tapering, on diminue les doses aux États-Unis, eux, ils sont forcés d'augmenter les doses. Un point de croissance, il coûte de plus en plus cher en investissement public. Mais c'est un pilotage pour piloter cette croissance autour des 7%. Mais une consommation qui reste très difficile, un changement de mode de consommation, de plus en plus d'Internet utilisé et un système bancaire qui est aussi... Il y a juste un point, c'est le yuan. C'est qu'effectivement, la Chine est rentrée quand même dans la guerre des monnaies, un peu timidement, mais elle pourrait accélérer pour doper ses exports. Est-ce qu'on a oublié le conflit entre l'Ukraine et la Crimée? C'est une question d'Arnaud. Est-ce que ça peut avoir des conséquences encore, ou est-ce que c'est passé par la russe gagne pertes et profits? 8,6% sur un mois. Donc c'est passé par pertes et profits, la Crimée? C'est un bruit oui. de botte, donc voilà. On a peur, des inquiétudes au moment où ça se passe, et puis quand on voit que les choses vont prendre du temps, finalement, la sortie va être lente et ne va pas passer forcément par les armes. On n'y croit plus. Voilà. On n'y croit plus, effectivement. Les marchés financiers, encore une fois, on le voit avec des semaines comme celle-là, ils sont soumis aux banques centrales beaucoup plus qu'à la géopolitique. Et cette géopolitique-là, non, les gens s'en désintéressent un peu. C'est dommage pour nos amis en Crimée, mais bon, voilà, c'est ce que retiennent les financiers. On passe tout de suite aux réalités micro. Alors, une réalité micro après la réelle politique qui est portée par plusieurs secteurs. Plusieurs thèmes, les biotech, tout d'abord, c'est le grand retour des biotech. Ça, j'imagine que vous regardez de près ce secteur dans vos fonds. Oui, alors on regarde ce secteur notamment sur notre fonds global, puisque en fait le secteur de la biotech est surtout présent aux États-Unis. Donc pour juste vous donner un chiffre quand même, le secteur de la biotech aux États-Unis en 15 mois s'est apprécié de 300%. Donc potentiellement une bulle, beaucoup d'IPO, mais si on retraite en fait des titres qui font des pertes, les biotech qui sont rentables, elles se payent pratiquement en ligne avec le marché américain. Donc finalement, si on est sélectif, on peut trouver de la valeur. Et sur ce secteur-là, il faut y aller vraiment par de la sélection. Alors, peut-être même plus que de la sélection. Autant dans les décideurs de la gestion, on aime bien conseiller des titres, mais là, en l'occurrence, quand même, la gestion collective est bonne parce que ça équilibre le risque. C'est un parce panier. que, évidemment, quand on voit des 300, des 500%, on rêve, mais évidemment, tout le monde ne sera pas gagnant en final. Et je peux franchement vous recommander notre fonds, l'AXA World Fund Biotech, qui se classe parmi les top 3 il faut des vrais spécialistes. Exactement. Parce que quand on lit les dossiers d'introduction, il y en a encore eu 2 cette semaine, on a un truc qui va guérir l'humanité. Donc c'est facile, il faut donc l'acheter, mais on n'en sait pas beaucoup plus. D'ailleurs, c'est le thème de cette émission. Est-ce le retour des introductions en bourse? On sent quand même qu'il y a un frémissement, là, y compris sur nos rivages. Plus d'introductions, pas qu'en biotech. De manière générale, en effet, donc sur l'année 2012, dans l'Europe élargie, il y a eu à peu près une centaine d'introductions. Depuis le début de l'année, il y a eu plus d'une trentaine d'introductions et le pipe est très large. Et ça, c'est votre vivier, en fait. C'est là-dedans que vous allez piocher. Nous, on pioche énormément de nouvelles idées dans ce vivier d'IPO, si les valorisations, bien sûr, restent raisonnables. Comment est-ce que vous voyez justement les introductions qu'il y a eu sur le marché français là, cette année? Est-ce que vous en avez rentré en portefeuille? Alors sur le marché français, pas forcément. On n'a pas forcément rentré des sociétés du marché français parce qu'il y a eu énormément de biotechnologie, des petits dossiers où on prenait quand même un risque binaire. Donc nous, quand on rentre sur des introductions en bourse, on préfère, comme on n'a pas l'historique avec le management, on préfère rentrer sur des business models déjà bien établis. Ce qu'on voit, c'est que les marchés sont suffisamment chers pour que les gens qui ont investi dans les périodes creuses, notamment les fonds d'investissement, sortent. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors évidemment, ils sortent, on a deux exemples qu'on peut prendre dans un sens, dans un autre, même s'il y a eu des explications. D'un côté, il y a Blue Solutions, donc ce sont des batteries qui étaient dans le giron de Bolloré. Ça a très 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 bien marché, c'est quelque chose qui est porteur et qui va très bien. Et de l'autre côté, l'ancien Liber qui s'appelle Tarkett, qui était très exposé à la Russie et qui était une catastrophe. Donc les introductions en bourse, sélectivité. Une catastrophe, je n'irai pas jusque-là. On est à peu près au cours d'introduction. Voilà. Ça n'a pas eu le succès, mais parce que... C'est un problème industriel ou c'est la Russie Non, juste je pense que c'est... en fait, cette société dérive énormément de sa profitabilité, de son exposition russe. Et donc, la problématique russe les a un petit peu perturbés. Donc voilà, il y a une morale quand même. La finance ne peut pas complètement oublier le reste du monde. Et c'est une question politique. Alors, plusieurs valeurs dans l'actualité, celles que vous retenez, Hubert. Alors, cette semaine, bon, c'est justement Blue Solutions. La forte hausse de la semaine, c'est Blue Solutions. Et c'est par ailleurs un ensemble de valeurs qui sont liées au cycle. Des valeurs automobiles, comme... Léo demande, est-ce qu'on peut investir en confiance sur le marché automobile? Est-ce que c'est bon, la page aussi, moi, les problèmes sont tournés? Moi, je dirais oui, notamment les équipementiers. Mais comme on a une spécialiste des valeurs moyennes, des équipementiers, elle doit en avoir dans son portefeuille. J'ai énormément d'automobiles dans mon portefeuille. L'automobile n'est pas morte. Hein. Non, même l'automobile française n'est pas morte. Mais Est-ce qu'il n'y a plus d'écologistes au gouvernement? Non, non, mais c'est un secteur, les équipementiers automobiles, l'année dernière, qui a eu une performance fantastique, 100% sur notre compartiment global small cap. Mais moi, je reste très fortement convaincue sur certaines valeurs, notamment françaises, qui sont en restructuration, qui, bien qu'elles aient déjà bien performé, on peut quand même imaginer un retour à une normalisation de la croissance. On vient d'avoir des statistiques du mois dernier qui sont très très bonnes dans toute l'Europe. C'est quand même quelque chose d'important. La base était facile, mais c'est des pays où il y a de la marge. Bon, donc, d'un autre côté, puisqu'on peut en parler dans cette émission, celle qu'on préfère, c'est Forestia en ce moment. Voilà, mais je partage tout à fait votre point de vue. Alors, à part l'automobile, qu'est-ce qu'il y a comme fait marquant micro cette semaine? Alors, fait marquant micro, c'est cette reprise d'Alstom. Alors Alstom, ça va dans tous les sens. Alstom, ça a beaucoup baissé avec les risques financiers. Ça a remonté parce que le directeur financier a donné des perspectives, parce qu'il y a eu une cession. Et en même temps, il y a des rumeurs ou pas des... l'augmentation de capital qui s'éloigne. Il n'y a pas que ça. Il y a également les enquêtes pour corruption dans le monde. Alors, c'est un dossier particulièrement intéressant parce qu'il n'est évidemment pas cher avec tout ça. Vous suivez ça? Oui, alors je suis ça, mais je ne voudrais pas empiéter sur l'autre partie de l'émission. Mais Alstom, en fait, c'est en effet, donc ils ont eu une commande. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Ils cèdent une partie des activités dans le power. Ils pensent à une cotation de leur activité transport. Donc on voit bien le spectre de l'augmentation de capital disparaître un petit peu et donc les problèmes de cash se régler. Donc, ce qui permet de retrouver une bouffée d'air sur le titre. Il y a une valeur que vous aimez bien, c'est Rexel, que vous aimez bien, dont vous avez envie de nous parler cette semaine. Rexel, en fait, qui a fait l'actualité puisqu'il y a eu un placement de ses actionnaires principaux très récemment, dont Euraseo. Et l'ensemble des private equity sont définitivement sortis. Donc, ça c'est bien placé, oui. Vous en avez pris cette occasion? Nous, on en a acheté de Rexel, on est investi depuis qu'ils cotent 7 €. Donc, c'est un signal de vente quand les actionnaires vendent, les gros actionnaires. Est-ce que c'est votre cas aussi? Alors écoutez, c'est une valeur sur laquelle on se pose quelques questions, même s'ils ont une exposition française notamment. Et américaines qui pourraient leur permettre de bénéficier de cette reprise. Dernier élément sur la semaine sur lequel je voudrais un tout petit peu insister, ce sont les statistiques des organisations, des sociétés de services informatiques, du Syntec qui sont bonnes. On voit que cette semaine, par exemple, Steria gagne 7%. C'est vraiment un indice que le cycle se développe et qu'on passe à quelque chose. Donc ça peut se jouer parce que là, pour le coup, dans les small caps, il y a des valeurs qui ont été très massacrées. Exactement. Il y a des valeurs notamment françaises ou domestiques, parce qu'on parle des valeurs françaises là, mais des valeurs qui étaient vraiment liées à une économie en particulier. Steria en fait partie, même s'ils ont une activité en Angleterre, et ils bénéficient de cette reprise progressive de l'économie. On passe à la rubrique stratégie et gestion.
Alors, Isabelle de Gavotti, pourquoi cette passion pour les valeurs moyennes? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Alors, comme je vous le disais, les valeurs moyennes, c'est une classe d'actifs qui surperforme sur le long terme. Alors, 160% C'est facile sur en fait, 3 ans. il suffit d'acheter des valeurs moyennes. C'est pas aussi simple que ça quand même, parce qu'en effet, on joue les valeurs moyennes pour rejouer la reprise de cycle, mais vraiment sur très longue période, c'est une classe d'actifs qui mérite d'être considérée comme un investissement structurel. Et les raisons sont très simples, c'est parce que vous avez une poche de croissance, un réservoir de croissance de cette classe d'actifs, qu'il y ait au fait que vous jouez soit des innovations, des sociétés qui ont une innovation qui leur est propre, soit des sociétés qui évoluent sur une niche, ou des sociétés qui sont petites et donc qui sont très agiles. Alors qui dit petite taille dit vulnérabilité, enfin, ce qui peut être une bonne chose, mais en tout cas elles peuvent être mangées, c'est les fameuses fusions-acquisitions. Elles peuvent susciter l'appétit de plus gros qu'elles. Est-ce que c'est ce qu'on observe? Il y a déjà cette tendance un peu qui porte le marché là? Et c'est le dernier élément en fait de la classe d'actifs, c'est que c'est un vivier d'OPA pour les sociétés, les large cap. Typiquement, les large cap, elles n'ont pas forcément la même agilité, vous voyez, pour se développer dans une partie du monde. Et ce marché, ce compartiment des M&A, il est dynamique à l'étranger parce qu'on a le nez un peu sur la France, qui est assez mou dans la matière. Il y a quelques rachats de minoritaires, mais c'est pas franchement un gros marché de fusion-acquisition. Est-ce qu'ailleurs, en Europe, ça va mieux? Il est très dynamique partout. Alors, on parlait des biotech aux États-Unis, énormément d'OPA l'année dernière, puisque en fait, il y a eu, moi dans mon fonds, j'ai eu 3 OPA sur des biotech qui ont été rachetés par des grandes pharma. Il faut avoir en tête quand même que 6 médicaments sur 10 sont issus de biotech. Donc ça, c'est un premier vivier. Dans le secteur des télécoms, en Europe, le marché s'est concentré. On a commencé d'abord en Allemagne avec Kabel Deutschland, qui a été racheté par Vodafone. Ensuite, Zygo, qui a été racheté il y a quelques mois. Et là, les opérations, la bataille a lieu en France. La bataille sur SFR et Numéricable, c'est ça que vous avez en tête? Voilà, exactement. C'est le dernier, c'est un marché où il va y avoir aussi de la consolidation. Sinon, en France, on est un peu en retard sur la dimension fusion-acquisition, non? On a eu les maisons de retraite on est un peu en retard, mais quand même, c'est pas des petites opérations. Quoi, Monsieur Bricolage, c'est pas une opération microscopique. Effectivement, on est dans le zone. Kingfisher veut mettre la main sur un secteur qui est un secteur qui fait l'actualité. C'est pas grotesque. On est dans le rachat minoritaire à chaque fois. Ah non, pas tout à fait. Ils veulent mettre la main dessus. Mais le rachat de minoritaire est un thème qui est extrêmement intéressant. Le rachat de minoritaire pour Ciment Français, pour Boursorama, pour Groupe Bourbon, ça n'a pas été des mauvaises opérations. Le M&A, le capitalisme français, il est extrêmement structuré et les valeurs du CAC 40, on les connaît, elles sont plutôt aujourd'hui vendeuses de divisions que l'inverse pour se reconcentrer parce que les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment le concept unique. Donc, le focus. Voilà, le focus. Mais par ailleurs, ce n'est pas forcément un mauvais signe que les grandes sociétés d'investissement, Euraseo, Wendel, etc., sortent de dossiers, parce qu'ils sortent de dossiers, mais ils rentrent dans d'autres. Donc c'est plutôt bien, ça donne des occasions. Encore une fois, quand on voit Blue Solutions qui gagne 23% cette semaine, on se dit, on peut, quand des gens font des introductions et font bouger, il peut se passer des choses sans qu'il y ait d'opération sur le capital. Comment est-ce que vous procédez, vous, pour faire vos fonds, pour sélectionner les valeurs qui rentrent dedans? Alors, j'ai une équipe experte composée à Paris de 2 personnes qui travaillent avec moi. Et donc, on décompose notre univers de manière sectorielle. Donc, chacun est expert d'un secteur et on regarde des business models très particuliers. On termine par les conseils de la semaine, vos recommandations. Alors, on commence par une valeur que vous recommandez à l'achat, Isabelle. Voilà, alors moi ce que je conseille à l'achat, c'est Groupe Fnac. C'est osé. Exactement, mais c'est une société qui a été mal aimée, qui est mal aimée, notamment par les investisseurs français. C'est une société dont la valorisation est vraiment très très basse, 0,1 fois, 0,2 fois les ventes, alors que vous avez quand même des magasins, une stratégie pour essayer de pallier ce marché qui s'est dématérialisé, mais qui continue à baisser, mais la société met en face... On a l'impression que c'est ringard, je sais pas. On a l'impression qu'Amazon a ringardisé la Fnac. Oui, mais ça, c'était... Amazon a un vecteur qui est Internet. Donc voilà. Mais est-ce que, pour autant,
on ne va plus dans les magasins, on y va toujours. Et c'est la combinaison des deux modèles de distribution qui sera certainement gagnant à l'avenir. Aux États-Unis, on a eu Liberty Media qui sort de Barnes & Noble, qui est un équivalent, en tout cas un grand libraire américain, qui était en difficulté, qui l'avait un peu enfoué. C'est pas un très bon signal quand même. Oui, mais alors, il y a la partie physique, mais il y a aussi tout ce que la FNAC fait et surtout le réservoir de clients qu'a la FNAC, parce que quand même, la FNAC a des millions d'adhérents. Et ça, je peux vous dire que ça a une valeur, notamment avec... Vous croyez à la stratégie d'Alexandre Bompard et vous achetez... les ratios, à part ce ratio sur le chiffre d'affaires pour moi, le fait que la société devrait arrêter, enfin, ce qui est écrit, pour moi, ce qui est vital, c'est la génération de cash. Et si la société arrête de perdre du cash, c'est un... À ce moment-là, c'est un redressement. Oui. Ah oui, c'est un redressement en cours. Une vente, une valeur que vous aimez moins? Alors là, tout à l'heure, on parlait d'Alstom. Donc là, elle rebondit un petit peu. Pour moi, c'est une vente. Pas de risque? Non, c'est parce que pour moi, c'est vraiment, comme je le disais, le cash, c'est vraiment le critère principal d'investissement. Et il y a vraiment des risques. Là, on fait... c'est un petit peu un sparadrap. Voilà, on essaye d'éviter l'augmentation de capital. C'est le prochain Peugeot, Alstom? Je ne dirais pas ça parce que c'est une équipe de management qui est quand même très, très solide, mais les marchés sur lesquels ils évoluent sont très compétitifs. Donc vous attendez que la génération de cash revienne et on prendra le train en marche la génération de cash, ou en tout cas les effets qui sont annoncés récemment. Enfin, là, actuellement. Il y a en ce moment d'autres préoccupations. Exactement, donc il y a des choses, il y a aussi au niveau de l'actionnariat, les titres de Bouygues, comment ces titres vont être repris, etc. Un joker? Alors un joker, une société technologique qui est française, cotée au Nasdaq, Criteo. C'est une introduction en bourse récente. Oui, on parlait des introductions, qui est un bon facteur, un bon compartiment à jouer. Exactement. C'est pas trop tard, là? Pour Criteo, c'est une société qui est... Qu'est-ce qu'elle fait, juste? Alors, qui permet de faire du marketing très ciblé. Du retargeting publicitaire. Ça permet de revoir une publicité. Vous vous intéressez à cet outil, à cette tronçonneuse Uber que vous rêvez d'acheter. Vous allez sur le site de la FNAC. Ah tiens, vous voyez la même pub pour cette tronçonneuse. C'est le métier de Criteo. Voilà, sous forme de technologie. Et donc, ils ont une application mobile qui est la première application par rapport aux concurrents. Et ils ont une très très forte croissance et une certaine visibilité dans leur business. Juste pour comprendre le modèle, leur client, c'est qui? Alors, le client, c'est des agences de voyage, typiquement. Vous regardez... Leur client, c'est le type qui vend. C'est pas celui qui vend. C'est pas le site, c'est pas... Non, c'est par exemple Monoprix. Typiquement, Donc, Monoprix, vous allez sur le site... C'est celui qui cherche le client. Voilà, vous voyez... Alors, puisqu'on est aux États-Unis, sur le Nasdaq, il y avait une question d'un des internautes sur Candy Crush. Est-ce que son destin, c'est d'être acheté par Facebook, demandait-il? Alors là, est-ce que c'est le seul destin d'ailleurs de beaucoup de ces entreprises? Oui, il y a beaucoup de sociétés qui pourraient être achetées par Facebook, mais il faut savoir que Facebook achète des sociétés qui leur permettent de monétiser quand même un trafic. C'est ce qui les anime et qui leur permettent de donner un peu de... Candy Crush, vous ne l'avez pas mis en portefeuille? Non. Candy Crush manque de barrières à l'entrée par ailleurs. Donc, et Facebook les a, les barrières à l'entrée, donc ils ont peut-être même intérêt à développer eux-mêmes un jeu. Merci beaucoup Isabelle de Gavotti de nous avoir présenté votre métier de gérante de fonds spécialisé sur les small et mid caps, les valeurs petites et moyennes en bon français. Merci Hubert pour vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous aussi pour vos questions et votre attention. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.